Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Bénin et des législatives et des locales. Quelle chance de survie politique pour l'opposition? Nous nous interrogeons avec nos invités. Les élections législatives et locales de ce dimanche livrent petit à petit leurs résultats. En attendant les résultats globaux et puis les résultats définitifs au Bénin, on se fait une idée de la nouvelle configuration de l'Assemblée nationale, mais aussi des mairies au Bénin. L'opposition, quelle chance de survie politique a-t-elle finalement à la suite de ces élections, puisque ce sera parti pour 7 ans, avant qu'on ne parle encore d'élections de ce genre présidentielles et législatives et locales. Bon, c'est vrai, la présidentielle aura lieu en avril, mais après cette présidentielle d'avril à laquelle l'opposition, notamment incarnée par les démocrates, ne participe pas. On attend peut-être 7 ans après pour qu'on voit ces candidats ou le candidat des démocrates se présenter à une élection présidentielle. D'ici là, de quelle marge de manœuvre disposera l'opposition béninoise? Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adjranou. Les législatives, oui, mais l'opposition n'a pas pu avoir de majorité absolue. Quelle sera sa marge de manœuvre pour les 7 prochaines années, en attendant que le sort ne soit scellé par la présidentielle? Oui, vous avez posé toute la problématique, mais permettez que, avant d'aborder ce sujet-là, que je puisse serrer en tout cas mes argumentaires sur 2 aspects, notamment les influences de la nouvelle nomenclature constitutionnelle sur ces élections, mais également leur influence dans la vie politique du pays à venir. Donc, parlant donc des influences, vous savez quand même que la constitution béninoise a connu assez de modifications. Il y a eu beaucoup d'éléments qui sont rajoutés, qui en réalité ont des influences énormes sur la vie politique actuelle, mais également à venir du pays. Parlant d'abord de ces élections, moi je pense que les élections, comme en tout cas l'avaient dit certains acteurs politiques qui réclamaient plus ou moins, même si c'est indirectement, le report, et pour pouvoir véritablement donc parler d'un certain nombre d'aspects avant de leur tenue. Et vous en souvenez également que c'est à l'orée, à la veille de ces élections présidentielles-là, qu'il y a eu ce coup d'État-là raté, et on savait que les idées étaient focalisées sur ce coup d'État-là qui, normalement, dans la vie politique du pays, lié également à certains acteurs très influents de ces qui avaient, en tout cas, un aura, certains acteurs politiques de l'opposition qui avaient commencé déjà par être inquiétés après donc ce coup d'État-là. Donc tout ceci-là n'a pas permis d'avoir un environnement assez serein pour parler d'une élection où réellement les idées, les logiques étaient orientées sur la tenue d'une élection qui pouvait être une élection juste et acceptée par tous. Mais justement, lorsque vous voyez les tendances telles que commencer déjà par, en tout cas, tomber un à un, vous convenez avec moi que sans nul doute que la mouvance présidentielle va prendre véritablement donc de l'avance. En tout cas, il n'y a pas encore eu de résultat définitif avant que nous ne rentrons quand même au plateau. Mais je pense que tout ceci était donc, je crois que Patrick Talon voulait également tenir, puisque nous savons que le Bénin est connu jadis pour un pays qui a toujours, parce que lorsqu'on passe aujourd'hui les élections, on sait directement que, entre-temps, c'était 5 ans, on connaît directement la date précise des prochaines élections. Donc je pense que c'est sur, en tout cas, cet idéal-là qui n'avait pas peut-être voulu, en tout cas, prolonger ou en tout cas muter ces élections-là. Mais nous savons que lorsqu'on parle de coup d'État, c'est quand même assez grave. Et même si ce sont des délais constitutionnels, on pouvait véritablement faire en sorte qu'on puisse véritablement donc gérer cet aspect de la chose-là avant d'en arriver là. Donc, quelque part, aujourd'hui, je pense que ceux qui tiennent le discours, selon lequel, en tout cas, en voulant coûte que coûte aller à ces élections-là, Patrick Talon savait véritablement qu'il allait donc tirer meilleur profit, puisque d'ailleurs même l'environnement politique lui était assez favorable. Et justement, donc, parce qu'il y avait des voix qui se taisaient, même si vous êtes sur les réseaux sociaux, etc., vous étiez toujours inquiété. Donc l'environnement lui était favorable. Donc ne pas repousser ces élections-là, lui ne voyait pas, en tout cas, un prétexte pour, en tout cas, tirer la mouvance présidentielle vers le bas. Mais, comme vous avez posé la question, je pense que l'opposition devait encore, même si aujourd'hui, je le disais tantôt, avec cette nouvelle nomenclature, l'opposition
n'a pas véritablement de forte chance d'avoir une majorité assez assise, même si, tel que présenté, nous savons que, en tout cas, il n'y a pas directement, tel que, je parle de la Constitution, tel que modifiée, il n'y a pas directement d'éléments de blocage, même si l'opposition arrivait donc à avoir une majorité de blocage. Les choses sont ficelées de telle sorte que la voix de l'opposition ne pourra plus, en tout cas à l'avenir, changer la donne. Donc, si l'opposition avait la majorité, par exemple, si elle avait la majorité, ce qui n'est pas avoir les tendances, le cas pour le moment, mais si elle avait la majorité, est-ce qu'elle pourra changer quelque chose dans les 7 prochaines années? Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce Pourquoi? que, comme je l'ai dit tantôt, parce qu'il faut se référer à la Constitution et les institutions telles que mises en place actuellement par la nouvelle modification constitutionnelle. On ne pourra pas changer, mais peut-être l'avantage que l'opposition pourrait avoir, c'est justement sur les parrainages, parce que vous savez, majoritairement, les parrainages au niveau de la présidentielle étaient l'un des motifs réels qui a conduit cette opposition-là à ne pas se positionner. Donc, dans 7 ans, ça, on pouvait avoir une élection assez ouverte où l'opposition pourrait passer parce qu'il a une majorité qui pouvait donc lui permettre de pouvoir passer ces élections. À part ça, au niveau avant les 7 ans, je n'y crois pas parce que les choses sont déjà calées et que l'opposition ne peut pas avoir cette majorité-là requise, même si pour retourner donc à la modification constitutionnelle. Mais contrairement, nous voyons que la mouvance présidentielle peut tout le temps revenir parce que ce qui est en train de se dessiner, bon, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je crois que l'opposition n'aura pas grande majorité à pouvoir changer le cours de l'histoire politique de ce pays-là dans les 7 ans à venir. Pour vous, c'est calé. Pour 7 ans verrouillé, Lolo Samson Aridja, de quelle marge de manœuvre dispose l'opposition béninoise à la suite de ces élections législatives et locales? On sait que la présidentielle vient, mais l'opposition incarnée par les démocrates ne participera pas à ces élections. Je dirais, à la suite de mon aîné, que la marge de manœuvre est plutôt faible. À moins d'un miracle, il serait assez surprenant que l'opposition béninoise parvienne à avoir une majorité absolue au Parlement. Et même si elle avait une majorité de blocage, avec la nouvelle constitution qui crée un Sénat, qui contrôle l'action de l'Assemblée nationale, je ne trouve pas qu'elle puisse faire grand-chose. Mais au moins, elle pourra prendre des initiatives, notamment par exemple, peut-être, pourquoi pas, pour prendre l'initiative de modifier la Constitution. C'est une initiative qui est laissée, dont l'initiative est laissée en partie au Parlement. Et même si après il y a le Sénat qui bloque, ça pourrait quand même créer un précédent juridique sur lequel l'opposition pourrait notamment surfer. C'est une possibilité. Cette majorité de blocage pourrait aussi lui permettre de vivre politiquement. Parce que n'oublions pas qu'avec la nouvelle constitution du Bénin, l'activité politique est suspendue pendant sur les 7 ans. Il y a 6 ans. Il y a 6 ans, exactement. Il y a 6 ans d'activité politique. Pas de grands meetings. Pas de grands meetings. Les politiques sont libres d'exister, de faire leurs activités, mais pas de grands meetings. Ils ne peuvent pas entrer dans une stratégie de contestation agressive, par exemple, du pouvoir en place. Donc, ne pas avoir d'existence réelle au Parlement, ne pas pouvoir proposer des lois, ne pas pouvoir agir dans le cadre du Parlement, serait synonyme de mort. Parce que je vois mal un parti qui n'existe pas au Parlement. Après 6 ans, vous allez faire quoi pendant les 6 ans pour qu'après 6 ans, vous venez maintenant vous dire aux gens, votez pour nous, alors qu'en face, il y a des gens qui ont l'appareil d'État avec eux, qui ont pu faire des choses pendant 6 ans. Donc ça serait un peu compliqué. Mais comme vous le dites, cette interdiction, cette restriction, c'est une restriction, s'applique à tout le monde, qu'on soit du pouvoir ou de l'opposition. Oui, mais ça, c'est ce que les textes disent. Nous savons que dans la pratique, le parti qui est au pouvoir a une marge de manœuvre plus grande que l'opposition dans ce cas. Parce qu'ils incarnent les institutions. Donc il y a une confusion entre son action et l'action du gouvernement. Ce qui n'est pas le cas donc pour un parti d'opposition. En disant que c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui le fait. Voilà. Et ça se passe d'ailleurs sous nos cieux, proche de chez nous, comme loin de chez nous, c'est ce qui se fait. Donc là, lorsqu'un parti a la majorité absolue, a le boulevard devant lui, comme on le dit, son action, l'action du gouvernement et l'action de l'État deviennent à peu près un. Mais lorsque vous êtes de l'opposition, c'est un peu plus compliqué. Donc, on attend les résultats. À l'heure actuelle, les tendances semblent plutôt donner le parti au pouvoir vainqueur de ces élections. Vainqueur à quel taux et avec quelle marge, ça nous ne le savons pas pour le moment. Mais je pense que l'opposition, à moins vraiment de pouvoir trouver d'autres stratégies, a des jours un peu difficiles devant lui au Bénin. Alors,
Vous sûr, c'est parti pour 7 ans, mais apparemment, vous le disiez tout à l'heure, pour les 7 prochaines années, ça semble être verrouillé. Faut-il encore espérer 7 ans de plus, c'est-à-dire 14 ans, avant d'espérer que peut-être l'opposition ne revienne? Et si d'ici là, d'autres partis ne se forment pas, si d'ici là, l'opposition telle qu'elle existe aujourd'hui ne disparaît pas, Adam? Non, vous savez, l'environnement politique a été toujours une lutte de tous les jours. Et quoi qu'on dise, même si cela doit prendre des années, je pense que lorsque vous êtes une opposition ou un acteur politique, prenons-le comme ça, assez sérieux, c'est pas parce que vous voyez en tout cas le mal déjà devant vous qu'il faut baisser donc la garde. Je pense, nous l'avons dit tantôt, parce que lorsque vous prenez, il y aura toujours manipulation des institutions, la limitation de l'espace démocratique, ça c'est une évidence. Mais au-delà de tout, comme nous l'avons dit, parce qu'il faut trouver des tribunes d'expression pour réellement donc être véritablement cette force de proposition-là. Peut-être que cela va se cloîtrer au niveau de l'Assemblée nationale, mais lorsque vous prenez dans nos pays où ne sont pas des démocraties assez célébrées, vous convenez qu'avec moi que ce qui intéresse la population n'est pas assez ce qui s'est fait à l'hémicycle, mais ce sont les résultats. Mais ces résultats-là sont incarnés derrière directement par, en tout cas, ceux qui mènent l'action publique. Donc, de toutes les façons, comme le disait tantôt Samson, vous convenez qu'avec moi que cela pourrait avoir dans des assimilations, comme c'était des résultats que Parti Talon est en train de faire. Et ça, là, lorsque vous prenez ça fait déjà... Talon au pouvoir, en avril, il s'en va. Mais de toutes les façons, nous savons, parce que nous n'allons plus revenir en réalité sur ce que peut être ces élections présidentielles, parce que, en tout cas, ce n'est pas quand même... En tout cas, nous ne cachons rien. Nous savons véritablement, tel que les choses sont faites aujourd'hui, que le fiole de Parti Talon est celui qui est parti assez favori pour ces élections présidentielles à venir. Donc, c'est la suite logique de Parti Talon qui continue, même si il est, en tout cas, le répondant devant le peuple. Nous savons véritablement qu'il est fait par Parti Talon. Donc, on ne peut pas occulter, en tout cas, l'action du Parti Talon. Et tel que lui, il imagine le pays est dans 20 ans, 30 ans à venir. Mais au-delà de ça, vous convenez qu'avec moi, d'ailleurs même, lorsque vous prenez d'ailleurs même la vie sociale en elle-même, entre-temps, il y avait eu autres amendements dans la Constitution qui limitaient, en tout cas, lorsque vous êtes société civile, etc., où pratiquement, il y a des situations que vous trouvez anormales, que ce soit au niveau de l'administration publique, etc. Vous êtes limité, vous êtes très très limité, assez restrictif en ce qui concerne donc l'expression même au niveau des leaders d'opinion. Donc moi je pense que ceux qui n'avaient pas cru, et je faisais partie de ceux qui avaient en tout cas magnifié dans plusieurs débats ici, d'ailleurs même ce qu'en train de faire Parti Talon, mais on ne l'avait pas vu venir. On ne l'avait pas vu venir parce que personne ne peut être d'accord lorsque vous faites ce genre de restrictions dans un pays qui est réputé être l'une des démocraties les plus ou moins célébrées dans la sous-région. Patrice Talon aurait-il tout planifié à l'avance, verrouiller le système politique sur des années en laissant une apparence de liberté? Oui, je pense que depuis le premier mandat de Patrice Talon, on a vu le Bénin aller vers, comme certains de ces pays limitrophes d'ailleurs, aller vers ce qu'on appelle une anocratie. Alors, une anocratie en puissance politique, c'est un État qui dispose des institutions démocratiques, mais ces institutions derrière sont manipulées par des gens pour se maintenir au pouvoir ou pour maintenir un agenda politique fixe. Donc vous avez tout, vous avez un Sénat, vous avez une Assemblée nationale, vous avez un gouvernement, vous avez tout. Dans les textes, c'est clair. Et tout ça, ils vous diront non, il y a des contrepoids, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais derrière, on sait qu'il y a une ou deux ou trois personnes qui contrôlent tout et qui bénéficient de tout, au fait. Et ce qui est assez dangereux dans le cas du Bénin, comme dans le cas des autres pays qui sont des anocraties, c'est que lorsqu'on verrouille tellement l'espace d'expression politique, lorsque les partis politiques ne peuvent plus imaginer pouvoir conquérir le pouvoir par la voie des urnes, je pense que c'est là où les gens choisissent l'autre voie, qui est celui soit du coup d'État ou soit celui des armes. Vous voulez faire allusion à Pascal Tigri? À Pascal Tigri, justement. Non, mais pour lui, n'a pas marché. Pour lui, n'a pas marché. Mais lorsqu'on nous voyons un peu l'exemple du Niger, ou quelques jours avant que Bazoum ne prenne le pouvoir, il y a eu une tentative de coup d'État avortée. Il a pris le pouvoir finalement, il a fait un an et quelques, et la tentative a réussi. Donc, il n'est pas profitable pour même si vous estimez avoir de bonnes idées pour le pays, même si vous estimez que le pays doit aller dans cette direction-là, parce que vous avez projeté des piliers, je pense qu'il n'est pas bénéfique pour vous-même de verrouiller l'espace politique en vous disant que c'est la clé pour pouvoir exécuter votre agenda. Lorsque vous le faites, assurez-vous que vous avez peut-être l'armée avec vous,
Parce que ce qui se passe derrière, c'est qu'un militaire va vouloir vous renverser et que la population bahanaise va applaudir avant qu'il se rende compte après peut-être que c'était une erreur. Alors, Adam Adronou, vous parliez tout à l'heure du dauphin de Patrice Talon, vous parlez de Ouadani, bien évidemment. Oui, bien sûr. A-t-il un boulevard tracé devant lui puisque pour la présidentielle, on parle aujourd'hui des législatives, mais la présidentielle, c'est dans quelques mois, c'est en avril, et il est bien parti pour les remporter. Non, c'est connu de tous. C'est connu de tous. Et je pense que tout était bien fait, d'ailleurs, même pour lui donner ce boulevard-là, et justement parce que nous n'avons pas eu une opposition, puisque lorsque vous prenez, je pense que à part les démocrates, l'unique parti ou coalition de partis politiques qui semble plus ou moins exprimer une opposition, mais ça aussi c'est un féodé et pratiquement à la mouvance présidentielle. Je pense que c'est la FCBE. Et je pense que lorsque vous êtes en tout cas une opposition assez modérée, je pense d'ailleurs ce terme-là est évocateur d'une stabilité d'accompagnement d'ailleurs même de la mouvance présidentielle. Et partant de là, je pense que eux d'ailleurs même vont pouvoir d'ailleurs même militer pour que Ouadani revienne, parce que quelque part également, et je pense que c'est bien ficelé, hein, lorsque vous les prenez, ils sont également dans la conquête des postes dans l'exécutif, etc. Et je pense ça, Parti Talon, ou pratiquement, parce qu'aujourd'hui on parle de Ouadani, mais il nous est très difficile de pouvoir extraire le nom de Parti Talon qui est intrinsèquement lié donc à Ouadani. Et Parti Talon, tel que Parti Talon a fait sa politique par le passé, vous aurez dû constater que Ouadani n'en fait pas autrement. Donc lui également va leur concéder un certain nombre de postes stratégiques, donc ce qui leur permet en réalité d'être pratiquement très proche de la mouvance présidentielle. Donc oui, je réponds à l'affirmative que Ouadani a un boulevard assez ouvert, et justement je pense que Parti Talon a tout fait pour que ce boulevard-là puisse être en tout cas exprimé dans les actes en avril prochain par les élections. Boulevard tracé devant Ouadani, il y a plus d'obstacles pour lui pour devenir d'abord président, puisque selon Adam, FCB ne pourra pas faire le poids face à lui, mais aussi, il disait tout à l'heure que pour les 7 prochaines années, en tout cas, c'est verrouillé. Est-ce vrai, selon vous? Lorsqu'on voit actuellement, il y a sûrement des paramètres inconnus où les données peuvent changer à n'importe quel moment, mais lorsqu'on analyse le cadre politique et le cadre juridique et le cadre légal actuellement, je ne vois pas quel serait l'obstacle à ce que M. Ouadani devienne le prochain président du Bénin. Maintenant, parce que Patrice Talon a une vision pour le pays et a choisi volontairement de verrouiller l'espace politique pour pouvoir être sûr que c'est sa vision pour le pays qui va s'exécuter pendant les prochaines années à venir. C'est un choix. Maintenant, est-ce que Patrice Ouadani, une fois dans la peau du président, va manifester la même loyauté envers son mentor qu'actuellement? C'est des choses qui peuvent arriver. On a vu son mentor qui est Patrice Talon, qui sera au Sénat. Nous l'avons vu dans le cas de l'Angola, où Dos Santos a nommé un compagnon de longue date, un fidèle parmi les fidèles au poste de président, et celui-ci a finalement enfermé sa fille. Bon, c'est-à-dire, une fois au pouvoir, il est possible que la personne choisisse maintenant de devenir autonome. Sauf que dans ce cas, Patrice Talon sera toujours en activité en tant que sénateur. Oui, mais je ne vois pas, je pense que le président, dans ce cas, pourra organiser de nouvelles élections, changer le Parlement et changer la Constitution pour dire que le Sénat n'existe plus. Une fois que vous avez tout le pouvoir dans vos mains, que vous voulez être indépendant, vous pouvez le faire. Si Ouadani va vouloir s'affranchir, peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas d'obstacle à son élection en tant que futur président du Bénin. Alors, comment tout ça est parti de telle sorte que ce changement, tel qu'on le décrit, on dirait qu'on a verrouillé tout le système d'un pays pour de longues années, mais les Béninois n'ont pas vraiment été gênés par une telle situation. Non, c'est la situation, je ne dirais pas une situation assez stable, mais... On les a endormis ou qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien sûr. Patrice Talon les a endormis au départ, parce que quelque part il était venu, et vous avez dû le constater avec l'autosatisfaction de ses résultats, qu'il a pu quand même engranger, ce qui n'est pas mauvais en réalité. Mais lorsque vous engrangez des résultats en partant sur des principes, puisque quelque part, nous tous, je pense que lorsque vous lisez un peu l'actualité, que ce soit dans la sous-région ou ailleurs, les gens avaient estimé que véritablement nous avons trop de partis politiques dans nos pays, ce qui est une évidence. Et il est parti
en surfant sur ces éléments-là, disant qu'il faudrait quand même que, puisqu'il le disait, et je partageais véritablement donc l'avis avec lui, on ne peut pas être dans un pays qui a plus de 200 partis politiques, aucun parti ou groupement de partis politiques n'arrive pas, depuis près de plus de 20 ans, 30 ans passés, pouvoir donc régenter un leader politique diriger le pays. Puisque vous allez voir, Yahi Boni est venu comme ça, vous allez voir Patrice Talon lui-même, il est venu comme ça. Avant eux, tous les présidents sont venus comme ça. Ils n'ont pas de parti politique, ils n'ont rien. Mais ils sont venus et pouvoir donc phagocyter les partis politiques à leur solde et pouvoir donc, en tout cas, gagner les élections. Et moi, je trouvais ça anormal. Parce que lorsque vous choisissez d'être acteur politique, vous l'exercez pour véritablement donc diriger le pays parce que vous avez des idées, vous avez véritablement donc une certaine, en tout cas, vision pour le pays. Et donc, c'est ce qu'il a fait, même malheureusement, lui-même, ce qu'il avait motivé à pouvoir peut-être mettre sur la table ces éléments-là, lui-même retourne et fait pire. Et fait pratiquement pire. Parce que c'est pourquoi je dis, il a endormi tout le monde, en tout cas nous y compris. Évidemment, lui-même s'impose comme acteur, mais quelque part, lorsque je pense qu'il faut ouvrir le jeu politique, si vous êtes dans une logique à pouvoir faire en sorte que les acteurs politiques puissent régenter, en tout cas le pouvoir politique, il faut ouvrir le jeu politique. Maintenant, ça vous avez dit que lui, il ferme le jeu politique pour lui seul. Et pour des années à venir, je pense que lorsqu'on nous prend seulement que voilà, l'alternance est justement le motif idéal pour parler donc de l'ouverture du champ politique. Ce n'est pas évident. Je pense que le Bénin est en train de pouvoir nous montrer qu'il, les années à venir, il est plus en tout cas, une dictature qu'une démocratie. Parce que c'est dit désormais que si nous prenons le cas béninois, l'alternance seule ne suffit pas pour dire que voilà, nous sommes un pays démocratique. Et justement, également, dans d'autres dossiers également, la non-alternance seule ne suffit pas pour dire que le pays n'est pas démocratique. Quelque chose à acheter, Samsam, puisque vous voulez prendre la parole avant que je ne donne encore oui. Madame. J'aimerais dire que ce que Patrice Talon a fait n'est pas tellement différent de ce qui se passe dans les autres pays en Afrique et dans les pays frontaliers du Bénin. C'est qu'il y a des gens qui estiment qu'ils sont peut-être les mieux placés pour gouverner leur pays, qui estiment qu'ils ont les meilleures idées, et que ceux qui sont en face d'eux n'y comprennent rien. C'est l'autosatisfaction. C'est l'autosatisfaction, exactement, et qu'ils ne veulent pas prendre de risque de laisser quelqu'un venir mettre à mal leur héritage. Et cela se passe lorsque le gouvernement en place, ou bien le leader en place, n'est pas parvenu à créer un sentiment d'identité nationale assez forte. Parce que nous prenons dans le cas des pays européens, même s'il y a alternance, il y a des règles ou il y a des principes sur lesquels tout le monde s'accorde. Voilà. En Afrique, malheureusement, vous pouvez avoir alternance et demain avoir quelqu'un qui va vouloir peut-être même changer jusqu'à l'hymne du pays. Alors que vous avez déjà dit, il faut qu'on investisse dans ça pour qu'on arrive à tel niveau. Et je pense que c'est ce manque de pacte républicain au niveau même des partis politiques qui fait qu'on se dit qu'on doit verrouiller le circuit parce qu'on a peur que l'autre, une fois au pouvoir, va tout balayer du revers de la main et que le pays va retomber dans un cycle de pauvreté, de violence, etc. Malheureusement, l'histoire aussi a montré que la voie de Talon n'est pas la meilleure voie et qu'elle ne marche pas. Je pense souvent à l'exemple ici du président burkinabé Sangoulé Lamizana, qui avait aussi à son époque estimé qu'il y avait trop de partis politiques et qu'il avait décidé à l'époque qu'il se présentait en tant que candidat aux élections présidentielles et que si lui gagne les élections, seul son parti et le parti arrivé en second était autorisé à continuer par résister et que pour résister, tous les autres partis politiques devaient choisir soit de s'allier derrière lui ou derrière l'autre. Sur le champ, ça avait marché, mais pas pour longtemps parce qu'il y avait des gens qui ne se retrouvaient pas dans ces partis politiques. Pas forcément en termes d'idéologie, mais principalement en termes de structure ethnique, au fait. Parce que malheureusement en Afrique, il n'y avait pas des partis ne sont pas construits autour des blocs idéologiques, mais autour des blocs identitaires ethniques. Et cela a fait que finalement, lorsqu'il y a eu le coup d'État, contre la Mizana, tout cela a été balayé du revers de la main. Et même Thomas Sankara n'est pas revenu après sur ces acquis-là. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver naturellement, mais il faudrait pour cela que la population puisse être plus éduquée et que la politique africaine progressivement arrive à s'articuler autour d'idéologie et non autour d'ethnie et de personnes. Mais ça, c'est un processus naturel qui prend du temps et qui ne se décrète pas par des lois. Si les lois peuvent changer des choses, aujourd'hui, la Turquie ne serait pas gouvernée par un régime islamiste, parce que celui qui a fondé la Turquie lui-même était farouchement opposé aux islamistes, au point d'aller copier, de coller le code civil suisse dans un pays musulman. Ça a marché pendant qu'il était vivant, mais aujourd'hui, on a vu, et sans s'identifier en tant qu'islamiste, on préférait aujourd'hui être gouverné par un islamiste. Donc ce n'est pas par des lois qu'on change un pays, c'est en suivant naturellement le cycle d'évolution de la société
qu'on arrive graduellement à changer les choses. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.